Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Recrudescence de violence contre les parlementaires. Près de 80 élus ont été menacés, agressés quand d'autres ont vu leur permanence dégradée. Samedi, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a vu son domicile du Finistère incendié. Une situation inédite sous la 5e. Notre décryptage à suivre. Comment répondre à cette défiance vis-à-vis des politiques et sortir de la crise des Gilets jaunes? Le président du Sénat, Gérard Larcher, propose de remettre au goût du jour le droit de pétition avec un droit de suite au Sénat. Une façon aussi de mieux associer les citoyens à la vie parlementaire. Le débat à suivre. Emmanuel Macron au chevet du monde agricole à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Le chef de l'État reçoit à l'Élysée les représentants des agriculteurs pour désamorcer les sujets qui fâchent et lancer son grand débat dans le monde rural. Les réactions à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à cette actualité, on retrouvera Alexandre Poussard depuis la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Comment installer le grand débat en zone rurale? Emmanuel Macron sera jeudi dans l'Indre pour une visite de terrain chez le président de l'association des maires ruraux, Vannick Berberian. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est entretenu avec les syndicats agricoles, une opération déminage. Fabien Riquer. Moins de 2 semaines avant le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron tente d'évacuer les sujets qui fâchent avec les représentants agricoles. Comme les hésitations sur l'interdiction à terme du glyphosate ou la question du revenu des agriculteurs. La FNSEA espère un dialogue constructif. Nous l'attendons sur ces sujets. Europe, compétitivité, rémunération des agriculteurs et reconnaissance du secteur agricole comme un grand secteur porteur aussi pour tenir les territoires. Le syndicat majoritaire salue le pragmatisme du gouvernement sur le glyphosate et dit vouloir rester attentif aux effets de la récente loi alimentation qui vise à mieux rémunérer les producteurs. Une loi pas assez contraignante vis-à-vis de la grande distribution, selon la Confédération paysanne, qui dénonce le modèle agricole défendu par le gouvernement. On va faire plus de volume, on va peut-être faire plus de valeur ajoutée, mais répartie sur moins de paysans. Et cette valeur ajoutée, elle sera plutôt répartie dans les mains de l'agroalimentaire ou de la grande distribution, mais pas dans la main des paysans et des territoires. On voit quand même pas mal de désespoir, de souffrance qui montent des territoires ruraux en particulier en ce moment. Une souffrance qui devrait s'exprimer dans le cadre du grand débat, alors que le monde agricole s'est tenu relativement à l'écart de la fronde ces derniers mois. Jeudi, Emmanuel Macron poursuit son opération séduction en direction de la ruralité avec un déplacement dans l'Indre. Et à noter que toute la rédaction de Public Sénat se mobilise comme chaque année pour vous faire vivre le Salon international de l'agriculture. Ce sera sur notre antenne dès le samedi 23 février. Première invitée de notre multiplex, c'est la sénatrice LR de l'Essonne, Laure Darcos. Elle est à vos côtés, Alexandre Poussard. Oui, Laure Darcos, les syndicats agricoles sont reçus aujourd'hui à l'Élysée. Qu'est-ce que l'agriculture peut attendre de ces consultations? Écoutez, déjà, mieux vaut tard que jamais. Jusqu'à présent, il y avait eu beaucoup de réunions informelles, enfin de rencontres informelles, notamment dans le cadre du Salon de l'agriculture comme chaque année, mais pas véritablement des réunions de travail. J'espère en effet qu'il va en sortir quelque chose. C'est quand même, les agriculteurs sont structurés en vrais syndicats, enfin ce sont des corps intermédiaires, que n'apprécie pas forcément notre président actuellement, mais ce ne sont pas du tout des gilets jaunes. Donc il y a des vrais interlocuteurs qui attendent de vraies réponses. Mais est-ce que ces agriculteurs, ils n'illustrent pas un peu le monde de la ruralité qui est concerné par ce grand débat et par cette crise des gilets jaunes? Bien évidemment, et j'allais dire dans la ruralité, d'ailleurs nous recevons en Essonne nous-mêmes Gérard Larcher vendredi sur ce thème-là, donc je crois que le président de la République va également faire une réunion. Bien évidemment que nous sommes extrêmement impactés. Au Sénat, comme vous le savez, nous avons été les premiers à alarmer l'opinion publique sur cette décision des 80 km/h. Parlez-en à des maires ruraux ou des gens qui vivent justement dans ces communes rurales. C'est évident que c'est une mesure qui était aberrante par rapport au nombre de kilomètres que ces gens sont obligés de faire, n'ayant pas de moyens de transport dans leur propre commune ou à côté de chez eux. Vous avez le problème des déserts médicaux qui sont absolument primordiaux. Vous avez le problème des écoles avec à chaque fois la crainte chaque année de voir une classe fermée. Donc tous ces sujets sont des sujets qui, je pense, seront
sont traités par le président de la République, comme ils seront traités en Essonne avec le président Larcher vendredi. Et alors justement, précisément sur l'agriculture, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, s'est dite satisfaite du pragmatisme d'Emmanuel Macron, notamment sur l'objectif d'interdire le glyphosate dans 3 ans, qui ne sera peut-être pas totalement atteint. Est-ce que vous aussi, vous saluez le pragmatisme d'Emmanuel Macron? Écoutez, il serait temps. Pour en avoir discuté avec beaucoup d'agriculteurs, le glyphosate a été demandé en fait aux agriculteurs il y a maintenant quelques années. Aujourd'hui, on veut l'interdire, mais pour le remplacer par quoi? Je vous donne 2 exemples. On ne le dit pas toujours parce que, évidemment, c'est facile de caricaturer. Je n'ai pas la preuve scientifique, en effet, que le glyphosate soit totalement nocif ou ne l'est pas, mais simplement par rapport à un pays comme le Brésil, les agriculteurs ne diffusent le glyphosate qu'une fois les récoltes des cultures faites sur leur champ en fait qu'ils doivent retravailler, ce qui est différent du Brésil. Je ne dis pas que ça soit bien, mais honnêtement, ils en ont besoin. Ils ont besoin en tout cas d'un palliatif. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, ça me paraît logique en tout cas et pragmatique qu'on puisse en tout cas les laisser pour l'instant subsister. Alors quelque chose par contre m'étonne, c'est que il faudrait que le président de la République se penche sur un site qui a priori sortirait, si ce n'est pas de l'Élysée, mais en tout cas gouvernemental, qui d'une certaine manière culpabilisait les agriculteurs qui continuaient à appliquer le glyphosate. Ça me rappelle un petit peu le balance ton maire qui était sorti de Bercy. Je pense que ça n'est pas en jetant l'opprobre sur nos agriculteurs qu'on pourra avancer. Et donc, en tout cas, ces rencontres, je les salue bien évidemment, mais j'espère qu'elles seront vraiment suivies des faits. Juste un mot sur la loi Egalim Agriculture et Alimentation qui devait revaloriser le revenu de l'agriculteur en augmentant les prix des produits. Est-ce que ça a marché selon vous? Écoutez, l'augmentation des produits, je pense que les consommateurs l'ont vu, mais ça n'a pas forcément apporté plus de revenus aux agriculteurs. De ce que j'en sais, les premières négociations avec les supermarchés n'ont pas du tout abouti positivement pour eux. Nous, au Sénat, comme vous le savez, nous avons vraiment essayé de les défendre. D'ailleurs, la commission mixte paritaire a échoué parce qu'il y avait une trop grosse différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut être plus ferme avec les distributeurs, selon vous? Je pense qu'il faut encore l'être, ou en tout cas, véritablement qu'on puisse montrer la différence en fait de frais de production et de ce que le consommateur va payer. Et on n'a pas dit un mot sur la PAC, mais bien évidemment, j'espère que la PAC était un des sujets importants discutés aujourd'hui dans les discussions, dans les négociations. Très bien. Merci Laure Darcos d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction. Dégradation, menace ou agression, jamais les élus n'avaient connu une telle vague de violence. Depuis 3 mois, les actes se multiplient, souvent contre les parlementaires. Une première sous la Ve République, Quentin Calmet. La piste criminelle ne fait aucun doute, selon le procureur. Vendredi, avec la tentative d'incendie de la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, c'est un nouveau cap qui est franchi dans la violence contre les parlementaires. De la France insoumise au Rassemblement national, c'est toute la classe politique qui s'est élevée pour dénoncer cet acte de violence. Effectivement, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Toute violence contre des élus du fait de leur mandat doit être totalement condamnée. Ce matin, le Premier ministre a exprimé sa colère, assumé un mandat, c'est s'exposer à la critique, mais cette violence et ces intimidations sont inacceptables. Voitures incendiées, dégradation de permanence, courriers injurieux. Depuis plusieurs mois, les parlementaires En Marche sont particulièrement touchés par ces actes de violence. On a eu donc plus de 80 dégradations, exactions commises sur des permanences parlementaires, sur parfois des domiciles, des intimidations au domicile. Donc d'abord, moi je voudrais témoigner mon soutien à ces élus, de redire combien c'est grave ce qui se passe, combien l'atteinte à notre démocratie est grave. Une atteinte à la démocratie dénoncée par l'exécutif, après également ces images chocs, samedi, lors du dernier rassemblement des Gilets jaunes à Paris. Les casseurs s'en prennent alors à la façade de l'Assemblée nationale avant de taguer celle du Sénat. Le signe d'une escalade des violences donc à l'encontre du Parlement. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, et le président du groupe socialiste ici au Sénat, l'ancien ministre Patrick Kanner.
Oui, Patrick Caner, quelle est votre réaction à l'incendie ce week-end du domicile du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand? Beaucoup d'indignation, pour ne pas dire de dégoût, parce que manifestement cet incendie est criminel et que derrière le domicile de M. Ferrand, c'est la fonction qu'il occupe, son engagement politique, et rien ne peut justifier de tels débordements. Et j'espère que la justice fera vite son travail pour découvrir les auteurs de ce qui est pour moi un acte très grave, parce que c'est un acte anti-républicain. S'attaquer aux élus de la République, c'est s'attaquer à la République. Est-ce qu'il faut être plus ferme sur ces violences envers les élus de la République? Je pense que les élus de la République ne demandent pas de protection particulière. Ils demandent simplement à pouvoir faire leur travail, à pouvoir assumer leur mission dans de bonnes conditions. Et on ne peut pas imaginer une forme d'indépendance d'esprit, une forme d'autonomie en se disant mais si je dis cela, je risque pour moi-même, je risque pour mes biens, je risque pour ma famille. Cela est tout à fait inacceptable et vraiment je dénonce avec la plus grande force ce qui est en train de se produire. J'ai vu sur les murs de cette belle et grande maison du Sénat des tags totalement scandaleux. Il faut que cela cesse. Si certains veulent renverser le régime, qu'ils le disent. En tout cas, ils l'expriment aujourd'hui par leur violence. Et nous, défenseurs de la démocratie, défenseurs de la République, nous devons être totalement unis pour dénoncer ces faits. Édouard Philippe a donné aujourd'hui des chiffres. 80 parlementaires La République En Marche ont été victimes de violences, de dégradations depuis 3 mois. Est-ce que ces violences, elles sont la conséquence, sans être la justification, de la politique d'Emmanuel Macron ? Je dénonce cette politique, je la combats, je m'y oppose, mais en aucune manière je ne peux justifier ces actes par le fait que cette politique ne soit pas bonne pour le pays, en tout cas selon moi. Il y a bien d'autres moyens. Si les Français ont élu M. Macron il y a maintenant 18 mois, qu'aujourd'hui ils estiment qu'ils sont déçus, ils ont bien d'autres moyens d'exprimer leur déception que par des actes violents. Cette minorité agissante, finalement, est agitée par des ressorts qui n'ont rien à voir avec la démocratie républicaine, la démocratie parlementaire. Donc attention, danger. La politique menée est sûrement une politique critiquable, mais en aucune manière elle ne peut justifier de tels actes. Et justement, vous en parliez, il y a eu des manifestations de gilets jaunes ce week-end, notamment devant le Sénat, avec des jets de cocktails Molotov, des demandes de révocation des sénateurs. Comment vous expliquez cette vague d'antiparlementarisme ambiant ? Il y a un contexte. Les groupes extrémistes ont toujours existé. Et sans remonter au 6 février 1934, certains se voyaient renverser la République, renverser ses institutions pour une démocratie directe qui n'est pas ni la tradition, ni, je crois, le bien de notre pays. Donc, face à ce climat qu'on peut qualifier de climat de haine, il faut se ressaisir et montrer, droites et gauches confondues, le centre bien sûr avec nous, qu'en aucune manière nous nous laisserons impressionner. La République subsistera. Très bien. L'union des responsables politiques face à la violence. Exactement. Merci Patrick Caner d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre. Et dans ce contexte de violence et de défiance, le président du Sénat cherche à mieux associer les citoyens à la prise de décision et au débat parlementaire. Gérard Larcher veut revitaliser le droit de pétition en lui donnant une suite au Sénat. Il faut dire que certaines pétitions connaissent un réel succès, comme nous l'explique Marie Brémaud. Il est à nouveau dans l'air du temps, le droit de pétition. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est déjà inscrit dans la Constitution, à l'article 69. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition qui nécessite au moins 500 000 signatures, le Conseil économique et social a 1 an pour rendre un avis qu'il communique au gouvernement et au Parlement. Mais dans les faits, cette procédure n'est pas vraiment utilisée car trop complexe et obscure. Il n'y a pas du tout de visibilité pour un citoyen sur ce qui se passe avec sa pétition, quand bien même il aurait compris comment il peut la soumettre, ce qui est déjà un peu compliqué. Il n'y a pas du tout de retour de communication sur quelles sont les pétitions qui sont prises en compte ou non. Et surtout, il n'y a pas de critères qui sont vraiment transparents. Déjà, Emmanuel Macron, devant le Parlement réuni en congrès en juillet 2017, souhaitait mieux prendre en compte ce droit de pétition. C'est au tour de Gérard Larcher de remettre le sujet sur le tapis, alors que le pays traverse une crise institutionnelle et démocratique. Le président du Sénat propose ainsi la mise en œuvre d'un droit de suite.
Et la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que ces pétitions, même si elles n'aboutissent pas toutes, même si elles ne reçoivent pas un oui de tous les parlementaires, au moins il y ait une suite. Et donc ce droit de suite évoqué par Gérard Larcher, il est très intéressant. Et c'est aussi un droit de réponse, je pense, à toutes les personnes qui aujourd'hui utilisent les pétitions en ligne et veulent avoir une réponse à leurs interpellations. Jusqu'à présent, la procédure du droit de pétition telle que prévue dans la Constitution n'a jamais abouti. Alors comment renforcer le droit de pétition et mieux associer les citoyens à la vie parlementaire? Est-ce possible? On va tout de suite en parler avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Jomier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur rattaché au groupe socialiste, sénateur de Paris. Bienvenue à vous. Vincent Delay est également avec nous. Bonjour, vous êtes sénateur centriste de l'Essonne, vice-président du Sénat. Et puis Benjamin Morel est également avec nous. Bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Et puis Denis Barranger est également sur ce plateau. Bonjour, professeur de droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Merci à tous les quatre. On voit Bernard Jomier, première question pour vous. Gérard Larcher qui veut relancer le droit de pétition. Ça a été expliqué par Marie Brémaud. C'est possible, c'est déjà dans notre Constitution. Pourtant, les citoyens s'en détournent quelque peu. Je ne suis pas sûr que ce soit les citoyens qui s'en détournent. Je crois que la Ve République a prévu des processus de démocratie participative, mais qui sont tout de même très faibles. Et de fait, comme ça a été rappelé, ils ne sont pas mis en application. Or, depuis un certain nombre d'années, l'évolution générale d'ailleurs des termes du débat dans la société fait qu'il y a une demande croissante de démocratie participative. Et je crois qu'aujourd'hui, la question, ça n'est pas d'opposer les deux formes de démocratie. C'est d'ailleurs, comme l'a rappelé le président du Sénat, on a une démocratie représentative, elle a tout à gagner à s'enrichir de processus de démocratie participative réelle. Quand vous voyez qu'une pétition atteint 2 millions de signataires, et que ça n'entraîne pas un débat au Parlement, c'est dommage. C'est dommage, parce que 2 millions de signataires, ça veut dire qu'il y a une vraie problématique portée par beaucoup de nos concitoyens, et le Parlement devrait en débattre. Donc je crois que maintenant, il faut absolument qu'on avance, qu'on transforme, qu'on fasse évoluer la Ve République pour qu'elle intègre, pour un meilleur fonctionnement de la République, des processus de participation des citoyens. Vincent Delay, on voit Gérard Larcher qui veut s'appuyer sur un rapport du Sénat, le rapport du sénateur Philippe Bonnecarrère, justement sur cette démocratie participative. Ça, c'est une bonne idée pour les citoyens de pouvoir alerter le Sénat sur un thème en particulier, qu'il soit, par exemple, débattu dans l'hémicycle. C'est déjà possible. C'est déjà possible, ça a déjà été fait, sauf que c'est les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il n'y a pas que le Conseil économique et social, contrairement à ce qui a été dit. Il y a aussi un droit de pétition au niveau local, au niveau collectivité. Et au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, à chaque fois, c'est la commission des lois qui étudie ces pétitions et la plupart du temps les classe ou les transmet au ministre. Mais effectivement, il n'y a jamais eu de débat suite à une pétition. Et je pense que c'est ça qu'il faut effectivement faire évoluer parce qu'il y a nécessité sur beaucoup de sujets qu'effectivement les citoyens puissent se sentir plus acteurs. On le voit au niveau local, on arrive souvent, la plupart des maires arrivent à trouver les moyens de faire en sorte que les citoyens se sentent participants. Et au niveau national, ce sentiment n'est pas du tout partagé, donc, et je crois par juste raison, donc il faut faire évoluer ce droit de pétition. Benjamin Morel, ce droit de suite qu'évoque le président du Sénat, c'est possible juridiquement ? Oui, c'est possible. A priori, si vous voulez, je parle sous le contrôle de Denis Barranger, mais il suffit d'une modification du règlement pour déjà permettre d'instaurer quelques espaces réservés. Les problèmes sont toujours les mêmes, ils sont de deux ordres. Premier problème, c'est celui tout bêtement du temps qui peut être consacré à ce type de débat. Fondamentalement, le problème actuellement, c'est que le gouvernement contrôle en grande partie l'ordre du jour des assemblées, soit directement, soit indirectement. Quand est-ce qu'on trouve le temps pour débattre de ces pétitions sans que ça nuise trop à l'initiative parlementaire? C'est le premier problème. Le deuxième problème, vous montriez tout à l'heure change.org. Il faut bien comprendre que ce n'est pas tout à fait le même type de démarche, avec notamment un contrôle de l'identité des pétitionnaires qui est beaucoup moins grand. On a un exemple qui s'est tenu à l'étranger, qui est celui de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a des pétitions en ligne qui sont transmises au Parlement. Il y a quelque chose qui a été instauré réellement avec une plateforme. Ça marche relativement peu, tout bêtement, parce que, on a plein de pétitions, mais qui souvent ont donc une dizaine de signataires. Il y en a très peu qui arrivent au niveau du Parlement, et souvent elles portent sur des objets qui sont soit pas des objets législatifs, soit qui, grosso modo, sont trop vastes pour arriver réellement à avoir un débat dans un temps restreint. Pour toutes ces raisons-là, il va falloir que ce soit bien encadré et que ce soit fait en collaboration
avec les autres pouvoirs, avec l'Assemblée nationale, avec le gouvernement, ce qui exige pour le coup peut-être un peu plus qu'une réforme du règlement. Denis Barranger, c'est vrai que Gérard Larcher propose un droit de tirage sur le même modèle que ce qu'on accorde aux groupes parlementaires. Ça pourrait faciliter justement la prise en compte de ces pétitions ? Ça pourrait, parce que si vous voulez, je pense que les citoyens supportent de moins en moins la verticalité du pouvoir. Je pense que parallèlement, les assemblées ont un problème de représentativité vis-à-vis des courants d'opinion. La pétition peut être une solution, mais je pense quand même que ce sera une solution peu efficace si elle n'est pas corrélée avec le vote de la loi, avec la discussion législative réelle, avec la fonction de contrôle, avec la fonction d'évaluation. C'est-à-dire, au fond, si on a les pétitions actuelles de 30 ou 40 par an qui sont examinées par la commission des lois, qui ne font pas l'objet d'une discussion ou d'un vote, ça n'aboutira pas. Et si on a les freins actuels, c'est-à-dire un refus d'intégrer les citoyens dans la procédure législative ou dans le contrôle ou l'évaluation, ça restera lettre morte. Donc je pense qu'il faut franchir ce pas-là, sinon je pense que d'autres sortes de plateformes, d'autres sortes de nouvelles technologies prendront le relais d'une manière qui sera moins bonne parce que les parlementaires ne seront pas là pour enrichir la discussion et pour l'encadrer. Bernard Jomier, il faut changer les choses, est-ce que nous dit Denis Barranger ? Oui, c'est un ensemble, et on le voit déjà, parce que les termes du débat, le résultat, on a vu l'explosion des réseaux sociaux, par exemple, où des débats sont portés, et sont portés avec toutes les dérives qu'on voit actuellement. Ça n'est absolument pas satisfaisant sur un plan démocratique. Je crois qu'en ce qui concerne le Sénat, on n'a rien à craindre à ouvrir les portes, dans le respect des institutions, dans le respect de ce qu'est la démocratie représentative, bien sûr, mais ouvrir les portes et accueillir au Sénat des débats actuellement. Les groupes politiques peuvent inscrire des débats qui sont des débats sans vote. Ils n'en sont pas moins importants dans la vie parlementaire. Accueillir des débats au terme d'une procédure qui associe les citoyens, qui fait qu'ils soient à l'initiative de la demande du débat. Je reprends l'exemple de cette pétition à 2 millions. Pourquoi ne pas avoir un débat sur la justice climatique ? Un débat au Sénat. Pourquoi ne pas prévoir un processus où les citoyens pourraient, à certaines conditions, être associés aux questions au gouvernement ? C'est un temps fort de la vie. Proposition effectivement de Gérard Larcher, une séance de questions citoyennes. Mais c'est c'est un ensemble. Si on veut, l'objectif, c'est clairement, soit on dit notre démocratie représentative se suffit à elle-même et elle fonctionne dans de bonnes conditions. À ce moment-là, on en reste là et on arrête le débat. Soit on estime qu'il y a effectivement un problème pour de multiples raisons et qu'il faut enrichir cette démocratie. À ce moment-là, c'est pas que le droit de pétition, c'est clair. Mais ça n'est pas une question simplement d'adaptation du règlement du Sénat, c'est bien un constat politique qui doit nous mener à faire évoluer notre vie démocratique et à multiplier les possibilités pour les citoyens d'y participer plus directement. Ça pose quand même question sur les thèmes qui devront être abordés dans ces pétitions, le nombre de signataires aussi, Vincent Delahaye. À partir de quand le Sénat pourrait-il se saisir d'une pétition ? À partir de combien ? Pas de quand, mais je pense que c'est tout de suite. Moi, je pense que d'abord, les élus n'ont pas à avoir peur des citoyens. On est élus par les citoyens, on est représentatifs. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec tout à l'heure avec ce qui a été dit. Je considère que nous sommes représentatifs de la France. Nous sommes les élus de la nation et du peuple. Et maintenant, c'est à nous d'aller toujours vers les citoyens et de les faire participer. Donc, effectivement, on a des débats. Nous, on a inscrit prochainement à mon initiative un débat sur les concessions d'autoroutes. Voilà, c'est un sujet qui est intéressant, qui intéresse beaucoup de nos concitoyens dans ces périodes-ci. Et ça mérite effectivement non seulement qu'on en débatte, mais qu'ensuite on essaye d'en tirer des conséquences. Parce que c'est ça aussi que les citoyens ont besoin de voir, c'est de se dire, ben voilà, il y a des débats, il y a des sujets, on attire l'attention. Et on a envie de voir les conséquences. Alors après, on peut dire oui, non, mais il faut qu'il y ait des réponses qui soient apportées. Et pas uniquement le fait d'interpeller les ministres. Quand on voit les questions au gouvernement, parfois on est quand même très frustré. Donc moi, je veux bien qu'on demande aux citoyens de poser leurs questions, mais on risque d'apporter aussi pas mal de frustration. Et moi, j'ai toujours peur de cette frustration de la part des citoyens, parce qu'en démocratie, il faut essayer de donner de la satisfaction et pas de la frustration. C'est le risque, ça, Benjamin Morel, effectivement, de susciter de faux espoirs avec cette possibilité de donner suite à ces pétitions. Denis Barranger l'évoquait, et pour finalement que les citoyens ne se retrouvent pas vraiment associés à la prise de décision au final.
Alors c'est le risque, mais si vous voulez, c'est le risque d'à peu près tous les instruments de démocratie directe que l'on évoque actuellement. C'est également le risque du RIC, hein. Il ne faut pas non plus se voiler la face, notamment par rapport à la question des quorums. Hein. Voilà, notamment par rapport à la question du quorum. Soit vous mettez un quorum trop bas, et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir une confiscation du RIC par un certain nombre de groupes surmobilisés de l'électorat. Soit vous mettez un quorum trop haut, et dans ce cas-là, ceux qui refusent le RIC diront n'allez pas voter. C'est ce qui se passe en Roumanie, en Hongrie. Vous avez 90% de oui, mais un RIC qui ne passe pas. Donc on a toujours ce risque de frustration quand tout bêtement on met de l'espoir en disant vous allez être à l'initiative de la réforme et cette réforme du coup vous allez pouvoir la voir aboutir. Mais la vérité c'est que souvent l'initiative ne suffit pas à garantir l'aboutissement. Donc là la pétition serait intéressante parce qu'elle permettrait quand même de donner voix aux pétitionnaires, voix à l'agenda, à la possibilité de marquer un temps du débat. Mais ce non-aboutissement de la décision risque encore de nourrir cette idée que les parlementaires confisquent la décision, qu'ils incarnent une caste, etc. Je ne dis pas que je souscris à cette thèse, mais en tout cas, c'est des thèses qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes et sur les ronds-points. Donc il faut également l'entendre pour arriver à le comprendre et à le désamorcer. Je ne suis pas encore non plus sûr que d'autres instruments comme le RIC permettraient non plus de régler la situation. On est dans quelque chose qui est structurel et qui est lié à la fois à ce déficit de démocratie directe, mais également au manque de représentativité sociale qui est affectée aux représentants. Alors peut-être est-ce qu'il faut envisager des assemblées citoyennes, peut-être est-ce qu'il faut également envisager de revoir la composition sociologique des députés, notamment en promouvant l'ascension interne au sein des partis. Les réponses ne sont pas qu'institutionnelles, elles sont également sociales, elles sont également partisanes. C'est la fausse bonne idée, Denis Barranger, ce droit de pétition avec un droit de suite au Sénat? Si vous voulez, il ne se passe pas grand-chose en droit constitutionnel en général quand il n'y a pas de réalité de l'activité politique sous-jacente. Point. On peut rajouter ce qu'on veut à l'intérieur de la Constitution. Regardez le CESE. Est-ce que le CESE est réellement un organe d'amplification, de transfert de la discussion? Est-ce que les pétitions au CESE ont un quelconque impact? La réponse est assez simple, elle est négative. Regardez des choses qui n'ont aucun dynamisme dans l'activité institutionnelle. Les études d'impact que les ministères se font pour eux-mêmes. La semaine d'évaluation parlementaire, dont des parlementaires eux-mêmes ont dit qu'elle était dormante. Si les pétitions peuvent réanimer ça, je suis assez favorable. Mais ce que je pense réellement, c'est que ça doit embrayer avec une activité politique réelle. Je pense que la chance du Sénat actuellement, c'est d'être la chambre de représentation de l'opinion publique face à une Assemblée nationale qui est neutralisée par sa majorité LREM. Eh bien, je pense par exemple que la commission sur l'affaire Benalla avait une réalité de représentativité des besoins de l'opinion qui était significative, ça passait pas par des pétitions. Donc les pétitions, oui, à condition qu'elles embrayent sur des choses qui se passent réellement politiquement au sein des chambres. Je pense que le Sénat est assez équipé pour ça, s'il décide de continuer à jouer ce rôle. On voit bien l'enjeu, hein, Bernard Jomier, il faut que ces pétitions, elles aboutissent, hein, sinon ça peut apparaître comme un leurre démocratique. C'est comme à l'échelle des territoires. C'est-à-dire quand vous regardez les succès de démocratie participative directe dans les territoires, c'est par exemple quand le conseil départemental du Gers ou la ville de Paris dit il y a une fraction du budget d'investissement qui va être soumise à la délibération directe des citoyens. Après, il y a validation, bien sûr, par l'Assemblée représentative. Et là, on voit une participation qui, au fil des années d'ailleurs, puisque dans ces deux départements, le processus dure depuis quelques années, qui a cru de façon régulière et qui fait que les citoyens, parce qu'effectivement ils voient le débouché de leur implication, accroissent leur participation. Ça dit effectivement que le lien entre la participation et, on va dire, le résultat délibératif doit exister. S'il n'existe pas, on le sait très bien, très rapidement, ces processus s'étiolent, perdent de leur vigueur et finissent par ne plus exister. Mais est-ce qu'on a pu consulter les chiffres sur notre site internet publicsénat.fr? Seulement 33 pétitions adressées au Sénat en 10 ans. On a envie de dire moins elles sont, plus on les classe sans suite, ces pétitions, forcément, parce que pour parler moins les citoyens sont tentés d'en déposer. Pour parler trivialement, elles ne servent à rien. La réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Or, le Sénat sert à quelque chose, et il le démontre tous les jours, il vient de le démontrer dans ses fonctions de contre-pouvoir, de contrôle de l'exécutif. Eh bien, dans la fabrication de la loi aussi, le Sénat doit être la chambre qui accueille plus fortement la parole citoyenne
il aura tout à y gagner, et nos institutions, notre démocratie auront tout à y gagner. Mais sur quel thème, par exemple, vous souhaiteriez, Vincent Delahaye, que les citoyens vous interpellent, des thèmes sur lesquels les parlementaires ne vont pas forcément, puisque quand on voit eh bien, les thèmes des propositions, des pétitions, ça passe par la semaine de 4 jours à l'école, la hausse de la CSG pour les retraités, ce sont déjà finalement des thèmes dont vous essayez. Bien entendu, parce que nous sommes aussi des citoyens, hein. Même si nous sommes des élus, moi je suis citoyen, j'étais entre guillemets de la société civile, mais c'est pas parce que je suis devenu élu que je suis plus de la société civile. Donc moi je me considère de la société civile, je me considère citoyen. Et il y a beaucoup de sujets, je vous ai parlé des concessions d'autoroute, là j'ai pas attendu qu'il y ait une pétition pour qu'on aborde ce sujet-là. Il y a beaucoup de propositions de loi sur plein de thèmes. Donc moi je suis pour qu'on ouvre nos portes très largement à l'initiative citoyenne. Il ne faut pas non plus laisser croire que toutes les pétitions vont avoir un résultat et du succès. Il faut ensuite les contrôler qui les signe, parce qu'aujourd'hui, on peut signer très facilement. Il y a des manipulations terribles qui peuvent être faites avec les réseaux sociaux et autres. Donc il faut quand même se méfier. En même temps, il faut qu'on soit très positif et qu'on puisse montrer qu'on a des réponses à apporter, positives, négatives, mais on les argumente. C'est notre boulot d'élu aussi, hein, c'est notre boulot d'élu de dire. Mais moi, je pense que les thèmes seront les mêmes que ceux qu'on a pu aborder et qu'on continue d'aborder. Hein. Il n'y a pas de thème, la transition écologique et le dérèglement climatique, c'est des sujets qu'on a déjà largement abordés, mais qu'il faut continuer à aborder, bien entendu. Benjamin Morel, ça sous-entend ce droit de pétition, justement, que les citoyens ne se retrouvent plus forcément, que ce soit dans les projets de loi ou les propositions de loi déposées par les parlementaires. Si vous voulez, je vais être cruel, mais ça témoigne surtout du fait que les citoyens ne regardent pas réellement ce qui se passe au Parlement. Alors on a les chaînes parlementaires qui aujourd'hui quand même donnent une ouverture. On passe d'audience. Mais la plupart du temps, il y a en effet une ignorance de ce qui se passe au Parlement. Et d'une certaine façon, la force des pétitions, le fait qu'elles portent sur des thèmes qui sont déjà abordés au Parlement, c'est également leur faiblesse. Pourquoi ? Parce que les pétitions, ce sont des émanations de ce qu'on appelle la société civile organisée, c'est-à-dire une société civile qui a déjà les moyens de se faire entendre et de mobiliser. C'est leur principale faiblesse quand on regarde un petit peu comment ça se passe en Grande-Bretagne ou comment ça se passe même déjà aujourd'hui en France à travers d'autres pétitions. Mais c'est également quelque chose qui est plutôt positif dans le sens que ça permet de donner de la visibilité. Fondamentalement, ce serait peut-être ça le plus grand apport de ce droit de pétition, parce que si vous avez une pétition avec 2 millions de signataires, ou même 200 000 signataires, qui est débattue devant le Sénat, il y a un intérêt. Il y a tout d'un coup des flashs qui se tournent vers le Sénat pour voir qu'est-ce qu'on dit de cette pétition, comment est-ce qu'on en débat, et ce thème qui pouvait passer sous le radar, tout d'un coup, il arrive au devant de l'actualité, et rien que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Denis Barranger, on parlait aussi du contexte de défiance, on l'a vu à travers les violences et l'antiparlementarisme en ce moment que l'on voit dans ces manifestations. Ça permettrait aussi peut-être une reconnexion des citoyens avec les parlementaires, ce droit de pétition ? Écoutez, maintenant que les choses se tassent un petit peu, si je puis dire, on se rend compte que le phénomène des gilets jaunes, il est en partie préempté par les extrêmes. Que maintenant, les extrêmes sont en conflit entre eux sur la maîtrise de ce processus. Il est assez évident, je pense que Benjamin Morel a raison, de dire que pour le moment, le Parlement n'a pas la place qu'il devrait avoir dans les institutions et que si un débat politique réel et efficace n'a pas lieu au sein des assemblées, il aura lieu violemment à l'extérieur. C'est déjà commencé. Il n'y a même pas besoin de se demander si le phénomène a lieu ou non. Moi, je rapprocherais cette question dont on discute là du droit de pétition de la question de la réforme constitutionnelle. Benjamin Morel m'a appris avant cette émission qu'il y avait un projet de l'exécutif qui était la fusion Sénat-CESE. Je pense qu'en même temps que de lutter pour un droit de pétition plus efficace, il faut aussi que le Sénat lutte contre les éléments négatifs de la réforme constitutionnelle, la réduction du droit d'amendement, la réforme de la commission mixte paritaire, la réduction du nombre de parlementaires. Tout ça, à mon avis, c'est aussi important que de se demander comment parler avec les citoyens. Le président Macron a rappelé son attachement à la démocratie représentative. C'est peut-être le moment de lui demander de manifester positivement cet attachement. Bernard Jomier, c'est la bonne réponse selon vous à cette crise des gilets jaunes et aussi à ce sentiment anti-parlementaire ? Il n'y a pas une réponse à la crise des gilets jaunes. Elle a eu d'abord des déterminants sociaux qui ont amené une vague de réponses, on va dire, qui est significative d'ailleurs. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais le pouvoir exécutif a entendu, a apporté un certain nombre de réponses. L'antiparlementarisme, écoutez, moi je voudrais que ceux qui sont sincèrement démocrates nous expliquent quel autre système qu'une démocratie parlementaire ils veulent mettre en place dans ce pays. Parce qu'à un moment, il y a une dérive politique extrémiste.
qui malheureusement a été nourri d'ailleurs. Le chef de l'État a tenu un certain nombre de propos qui sont des propos qui ne sont pas très respectueux de la démocratie parlementaire. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a trop de parlementaires dans ce pays. On peut avoir un parlement avec moins de parlementaires, mais qui ait plus de pouvoir. Mais c'est pas la ligne politique du chef de l'État, ça vous fait sourire. Il ne veut pas moins de parlementaires avec plus de pouvoir, il veut moins de parlementaires avec moins de pouvoir. Quand on tient ce discours-là, on nourrit l'antiparlementarisme. Et ça n'est pas digne du chef de l'État. Ce qui est digne, c'est de faire en sorte que soient mieux entendues les aspirations qui viennent du peuple. Et donc, oui, clairement, notre République n'est pas assez participative et on doit l'améliorer sur ce plan-là. On peut se mettre autour de la table, tous ceux qui sont sincèrement démocrates, et en trouver les processus. Ça passera certainement par l'amélioration du droit de pétition et par d'autres idées qui ont été abordées, qui seront mises sur la table. Mais à l'heure actuelle, pour répondre à votre question complètement, le mouvement des Gilets jaunes a exprimé des questions sociales, et dans ces questions d'organisation de la démocratie, je ne vois pas d'autre demande que plus de participation ou des sentiments antidémocratiques d'un autre côté, et ça qui sont inacceptables. Vincent Delahaye, ça peut être une réponse justement, on le disait, pour apporter justement ce rapprochement, cette reconnexion peut-être nécessaire des parlementaires avec les citoyens. Oui, écoutez, moi je pense qu'il faut effectivement plutôt renforcer le Parlement que l'affaiblir. Donc tout ce qui va dans le sens de l'affaiblissement du Parlement ne doit pas être retenu. Et on doit renforcer aussi nos moyens de contrôle de l'action du gouvernement. Je pense que pour les citoyens, ça serait aussi un gros progrès, parce qu'aujourd'hui, on vote des textes, mais on est censé aussi contrôler l'action du gouvernement. On est censé, parce qu'en réalité, on n'y arrive pas. En réalité, on n'y arrive pas. On a Bercy qui nous donne jamais de chiffres. Donc dès qu'on demande des précisions, on les a pas. Et on est incapable d'aller très très loin dans nos contrôles. Et pas assez loin, en tout cas, pour ma part, j'ai fait de l'audit, je sais ce que c'est qu'un contrôle, et là, on ne va pas assez loin. Et pour le citoyen, je pense que ça apporterait des garanties supplémentaires et des informations supplémentaires aussi pour sa bonne compréhension du fonctionnement de notre démocratie. Donc c'est vrai qu'on a ce besoin d'être proche des citoyens, c'est normal pour un élu, quoi. En tout cas, moi, ça m'apparaît naturel, mais il faut montrer quelles sont les voies que l'on peut développer, et ici au Sénat, notamment ouvrir le Sénat, et permettre effectivement que des thèmes qui sont abordés par les citoyens soient aussi débattus au Sénat, et pour eux, ça sera aussi un facteur de reconnaissance à la fois de leurs demandes et du rôle du Sénat. Benjamin Morel, avec cette réflexion de l'exécutif sur une fusion CESE-Sénat. Oui, non, je faisais référence à un petit encadré qu'il y avait eu dans le challenge de cette semaine, qui en effet montre que ce projet-là n'est pas tout à fait mort, alors que fondamentalement, il serait profondément dommageable, d'autant qu'il s'agirait de faire de la moitié du Sénat une sorte de Bundesrat, donc ça pose en plus de graves problèmes en termes d'indivisibilité de la République. Dans tous les cas, il semble aujourd'hui qu'en effet, il est important de mettre en avant ce travail des assemblées. J'y reviens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des moyens là-dessus. On a notamment des moyens avec les nouvelles technologies pour avoir des systèmes de pétition en ligne qui soient contrôlés, confère ce qui se passe notamment sur la vérification des identités en Estonie. Donc on a des moyens et on peut du coup créer plus de liens entre le parlementaire et le citoyen. Et ça, eh bien, c'est peut-être une des clés à la fois pour plus de représentativité, de sentiments de représentativité, mais également pour renforcer le rôle du Parlement, renforcer sa légitimité face à l'exécutif. Denis Barangier, on sait qu'Emmanuel Macron, dans sa lettre aux Français, les questionnait justement sur le rôle du Sénat. Cette réponse de Gérard Larcher, qui met en avant ce droit de pétition, c'est aussi une réponse au chef de l'État sur ce point ? Ça l'est certainement, mais je le répète, à mon avis, ça ne peut être qu'une des armes de l'arsenal. Et je pense réellement que la question de la réforme institutionnelle est très importante. Il y a un double danger aujourd'hui pour les assemblées, c'est que le CESE devienne une troisième chambre et que le Sénat et l'Assemblée nationale deviennent des CESE. Et à mon avis, les deux dangers sont réels. Si on diminue autant qu'on projette de le faire les prérogatives des assemblées dans la prochaine réforme constitutionnelle, le danger de non-représentation et d'inefficacité des chambres sera accru. Vous entendez ces arguments, Bernard Jomier et Vincent Delahaye, ce sera le mot de la fin ? Oui, on les entend et on les vit même, donc plus que jamais. Mais je crois que si le chef de l'État veut profiter de la crise des Gilets jaunes pour s'en prendre au Parlement, il n'aura rien compris à ce qui se passe dans le pays, et clairement, il nous trouvera sur son chemin.
Vincent Delahaye. Oui, moi je partage cette position, forcément. Il est clair que moi je suis pour le bicamérisme, comme ici au Sénat on est tous pour le bicamérisme. C'est pas simplement parce qu'on est sénateur et qu'on cherche à sauver notre job, entre guillemets, on peut faire autre chose, mais on est convaincu que la démocratie doit marcher sur deux jambes. On voit bien que l'Assemblée nationale, avec le quinquennat et avec l'effet d'entraînement de l'élection du président de la République, finalement on a une chambre qui est assez peu représentative de la France, et que le Sénat l'est beaucoup plus. Et qu'aujourd'hui, on a les moyens de faire qu'on ait un Sénat actif, ouvert aux citoyens et aux initiatives citoyennes. C'est ça que l'on doit réussir à montrer. L'initiative du président du Sénat est bonne pour moi et il faut continuer dans cette voie-là. Il n'y a pas qu'une seule solution, une seule mesure à prendre. Il y en a beaucoup. Et il y a aussi un comportement à avoir. Donc c'est à nous, élus et sénateurs, d'avoir ce comportement vis-à-vis de nos concitoyens pour faire apprécier le Sénat, faire apprécier la démocratie et faire apprécier le rapport qu'on peut avoir avec les citoyens. Eh bien, merci Vincent Delahaye, merci Bernard Jomier, merci Denis Baranger, merci à vous Benjamin Morel d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Elles sont plus de 3000 en France. Les gares sont en pleine mutation depuis la réforme de 2018 et avant la loi mobilité prévue en 2019. Les gares doivent s'adapter à un nouvel environnement ferroviaire tout en continuant leur mission de service public. Elles deviennent aussi de nouveaux lieux de vie et de commerce, des gares multimodales, c'est comme ça qu'on les appelle. Elles font d'ailleurs l'objet d'un colloque aujourd'hui au Sénat. Avant de, voyez ce reportage à Chelles ce matin en Seine-et-Marne de Michael Spitzberg. Donc on est vraiment sur un centre de service où on peut faire ses photocopies, on peut travailler, on a du Wi-Fi et tout est gratuit. Bienvenue en gare de Chelles, une ville moyenne de Seine-et-Marne qui dispose d'une gare du futur, ou plutôt du futur des gares. Il y a d'abord l'intermodalité, un concept qui vise à faire de la gare le centre névralgique de tous les transports. L'intermodalité, c'est vraiment permettre aux voyageurs un parcours vraiment complètement unifié, quel que soit son mode de transport. Et pour ça, la SNCF organise justement autour de la gare la jonction entre ces différents modes de transport. Qu'on vienne en vélo, qu'on vienne à pied, qu'on vienne en bus, qu'on vienne en voiture. On a des solutions au niveau de la gare qui permet à la gare d'être un hub de transport pour derrière prendre le train de manière sereine. Ici, on prend son train, certes, mais on peut aussi déposer son linge, récupérer ses colis, faire ses courses ou bénéficier d'un espace de travail connecté. La gare du futur, elle doit être justement un lieu de vie, un lieu accueillant, avec justement un vrai rôle vis-à-vis de l'ensemble du centre-ville pour qu'elle soit bien insérée dans la ville. Un rêve inaccessible pour certains qui, avant tout dynamisme urbain, réclament un dynamisme ferroviaire. Aujourd'hui, SNCF enlève du personnel dans la gare d'Orthez. Les trains, comme je vous disais, il n'y en a pas suffisamment. Les horaires sont très mal calculés. Donc aujourd'hui, la gare telle qu'elle est n'attire personne. Donc il faut absolument, avant de penser architecture, avant de penser pôle de centralité, il faut faire en sorte que la desserte soit suffisante et intelligemment pensée. La gare, un enjeu toujours aussi majeur pour les territoires au XXIe siècle, dont il sera question toute l'après-midi au Sénat. Et justement, je vous propose d'écouter la réaction du sénateur La République En Marche du Nord, Frédéric Marchand, avec vous, Alexandre Poussard. Oui, Frédéric Marchand, on l'a vu dans le reportage de Michael Spitzberg, les gares sont parfois victimes d'une mauvaise couverture ferroviaire, d'un manque de dynamisme. Est-ce que la politique ferroviaire du gouvernement va améliorer la situation ? L'objectif, c'est de redonner un nouvel essor à la gare qui doit être demain et qui est déjà aujourd'hui le cœur de la ville, le cœur de la vie, j'ai envie de dire, et de faire en sorte qu'effectivement, toutes celles et tous ceux qui vont passer dans la gare puissent avoir une réponse à leurs questions de mobilité. Est-ce que, par exemple, l'ouverture à la concurrence de l'année dernière, avec la réforme de la SNCF, va mieux améliorer la couverture du territoire et de certaines gares ? L'objectif de l'ouverture à la concurrence, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de trains en direction des usagers. Et donc forcément, les gares, c'est l'objet de la rencontre qui a lieu cet après-midi. Les gares vont devoir s'adapter à faire en sorte que davantage d'opérateurs puissent rentrer en gare avec des services nouveaux. C'est tout l'enjeu s'agissant des grandes gares. Mais n'oublions pas non plus tout ce qui fait l'histoire ferroviaire de la France et tout ce tissu de gares dans les villes moyennes et dans les petites villes. Donc ce tissu de gare ne va pas être victime de l'ouverture à la concurrence ? Je ne suis pas sûr qu'il va être victime de la concurrence. Au contraire de l'ouverture à la concurrence, au contraire, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page de l'histoire de nos gares qui, je crois, va s'ouvrir. D'accord, très bien. Autre réforme des transports du gouvernement, la loi d'orientation des mobilités qui arrive dans plus d'un mois au Sénat. Quel est l'enjeu de cette loi ?
L'enjeu, c'est les mobilités du quotidien. C'est faire en sorte que tous les citoyens de notre pays n'aient plus de zone blanche de mobilité et que l'on habite à la campagne, qu'on habite en ville, car il y a aussi des problématiques qui se posent en ville, on puisse avoir une réponse aux besoins de mobilité. Et alors justement, ces zones blanches de transport, c'est de l'argent public qui va les combler ? C'est de l'argent public qui va les combler, en lien bien évidemment avec des opérateurs, donc dans le cadre du travail qui sera fait par ces autorités organisatrices des mobilités sur tout le territoire français. D'accord. Ces opérateurs privés, ils vont vouloir accepter d'aller dans ces zones blanches ? Les opérateurs privés aujourd'hui interviennent dans le cadre des contrats de délégation qui sont les leurs. Et bien évidemment, il y a des enjeux très forts en matière de mobilité, une demande très très forte. On le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre du grand débat national. Les questions de mobilité reviennent souvent. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu de service public pour tous les opérateurs. Et justement, dans ce grand débat national, cette crise des Gilets jaunes, elle est partie finalement de la taxe sur les carburants, de la hausse du coût de la voiture. Est-ce que cette loi mobilité va répondre à cette crise ? Je crois surtout que cette loi mobilité, elle va sans doute réconcilier les Français avec les modes de transport et non pas uniquement le mode de transport auquel on pense systématiquement qu'est la voiture. Il y a aujourd'hui d'autres modes de transport, des modes de transport alternatifs, et que cette loi d'orientation des mobilités va sans doute être l'occasion de mettre le focus sur la façon dont on doit développer, dont se développent déjà sur les territoires les modes de transport alternatifs. Mais on n'a pas l'impression que cette loi mobilité accompagne les transports qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture. L'objectif de la loi d'orientation des mobilités, c'est d'être vraiment dans une polyvalence qui va permettre d'utiliser tous les modes de transport qui existent, avec bien évidemment la voiture, ne nous racontons pas d'histoire, mais il n'y a pas que la voiture aujourd'hui qui peut servir à transporter un passager d'un point A à un point B. Et alors toujours sur cette loi mobilité, il y aurait un problème de financement selon notamment Hervé Moret, le président de la commission de l'aménagement du territoire du Sénat. Il manquerait 500 millions d'euros par an. Comment on fait ? Comment on trouve l'argent ? J'ai entendu effectivement le président Moret, mais ne résumons pas non plus cette loi d'orientation mobilité à la seule question des infrastructures. Il est évident que la question des infrastructures est essentielle et qu'il faudra qu'on se pose dans le cadre de la discussion comment sécuriser aujourd'hui les moyens financiers de l'AFIT, qui est celui avec la présidence de Christophe Béchu, qui organise l'autorité des infrastructures de transport, qui est l'autorité qui organise le développement de nos infrastructures. Mais ne résumons pas cette loi aux seules infrastructures. Il y a tout un tas de sujets qui sont posés sur la table avec cette loi qui doivent permettre d'apporter des réponses concrètes et qui ne nécessitent pas forcément qu'on mette 500 millions sur la table. D'accord, donc on n'aura peut-être pas besoin de ces 500 millions d'euros. On aura sans doute besoin quand on parle d'infrastructure, mais je pense que pour un tas d'autres sujets, il y a d'autres réponses qui pourront être apportées. Très bien. Merci Frédéric Marchand d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour cette réaction. Dégradation, menace ou agression, jamais les élus n'avaient connu une telle vague de violence. Depuis 3 mois, les actes se multiplient, souvent contre les parlementaires. Une première sous la Ve République, Quentin Calmy. La piste criminelle ne fait aucun doute, selon le procureur. Vendredi, avec la tentative d'incendie de la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, c'est un nouveau cap qui est franchi dans la violence contre les parlementaires. De la France insoumise au Rassemblement national, c'est toute la classe politique qui s'est élevée pour dénoncer cet acte de violence. Effectivement, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Toute violence contre des élus du fait de leur mandat doit être totalement condamnée. Ce matin, le Premier ministre a exprimé sa colère, assumé un mandat, c'est s'exposer à la critique, mais cette violence et ces intimidations sont inacceptables. Voitures incendiées, dégradation de permanence, courriers injurieux. Depuis plusieurs mois, les parlementaires En Marche sont particulièrement touchés par ces actes de violence. On a eu donc plus de 80 dégradations, exactions commises sur des permanences parlementaires, sur parfois des domiciles, des intimidations au domicile. Donc d'abord, moi je voudrais témoigner mon soutien à ces élus, de redire combien c'est grave ce qui se passe, combien l'atteinte à notre démocratie est grave. Une atteinte à la démocratie dénoncée par l'exécutif, après également ces images choc, samedi, lors du dernier rassemblement des Gilets jaunes à Paris. Les casseurs s'en prennent alors à la façade de l'Assemblée nationale avant de taguer celle du Sénat. Le signe d'une escalade des violences donc à l'encontre du Parlement. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Fabienne Keller, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice Agir apparentée au groupe LR ici au Sénat, sénatrice du Bas-Rhin, bienvenue à vous. Olivier Jacquin est également sur ce plateau, vous êtes sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. J'accueille également Jean Garrigue, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste d'histoire politique et parlementaire, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Et puis le sénateur Roland Dantec est également sur ce plateau, sénateur écologiste de la Loire-Atlantique. Vous êtes rattaché ici au groupe RDSE.
Fabienne Keller, première question pour vous. Ces sentiments de violence, vous le ressentez sur le terrain, ces menaces, ces insultes, parfois ces dégradations? On a vu justement les permanences des parlementaires qui sont attaqués. C'est inadmissible. Cette tension, cette peur que ressentent les habitants dans les centres de nos villes, tous les samedis après-midi désormais, est inacceptable. Nous sommes un pays de liberté, chacun doit pouvoir aller et venir sans s'inquiéter. Je distingue bien les gens qui manifestent plutôt de bonne foi et ceux qui viennent pour casser, mais il faut mettre un terme, et comme l'a très bien dit Jean-Luc Moudenc, au nom de France Urbaine, donc représentant l'ensemble des grandes villes, également de Toulouse. Maire de Toulouse, président de la métropole, ces dégradations sont inacceptable, mais au-delà des dégradations physiques, c'est cette remise en cause d'un droit de se balader, de circuler, d'être bien dans sa ville. Mais qu'en est-il des parlementaires aussi, en tant qu'élus? Est-ce que vous-même vous sentez qu'il y a une recrudescence de ces violences, de ces menaces, de ces intimidations? Alors à titre personnel, non, mais ce sont, on l'a bien compris, très directement les membres de la majorité présidentielle qui sont ciblés. Oui. Ce qui est affiché sur leur permanence est totalement inadmissible, doit être sévèrement poursuivi, et j'espère qu'on arrivera à trouver les auteurs, encore pour ce qui s'est passé ce week-end. J'ai noté aussi sur un commerce des mots qui font référence à des propos antisémites de la période nazie. On est dans une espèce de libération, enfin, c'est débridé, le pire est possible. Je pense qu'il faut revenir à la raison et se rappeler les principes républicains qui nous protègent tous et qui sont fondamentaux pour le bien vivre ensemble. Olivier Jacquin, que disent ces violences selon vous, et notamment à l'égard des parlementaires? Mais je l'ai éprouvé. J'ai essayé d'aller le plus souvent possible discuter avec des gilets jaunes sur les ronds-points, et une ou deux fois j'ai été bousculé. Pas chez moi. Là où je suis connu, les gens savent d'où je viens. Entre guillemets, moi je suis ancré, j'ai un parcours de terrain, je suis à peu près identifié. Mais je me rappelle un samedi après-midi, plus loin de chez moi, près de Nancy, lorsqu'ils ont appris que j'étais sénateur, c'était pas très agréable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que vous ont-ils dit? Certains disaient, on en a un, on en tient un là. D'accord? Ils n'arrivent pas à avoir le président, et ils avaient devant eux un représentant. Et donc, il a fallu... je ne me laisse pas faire. Quelle que soit l'étiquette politique, Olivier Jacquin? Mais bien sûr. Alors, non, attendez. Là, on attend d'avoir des statistiques précises. C'est principalement les parlementaires de la majorité qui sont visés comme co-responsable de la solution ressentie sur le terrain. Il y a aussi sur le terrain des violences ressenties assez fortes. Je me rappelle une dame en qui j'ai confiance parce que je la connaissais, quand elle m'a dit « mais vous, avec ce que vous gagnez, vous n'en avez rien à fiche, des taxes sur l'essence. Moi, je suis aide à domicile en milieu rural. Je ne peux pas gagner plus de 800 € par mois et je dépends de ma voiture diesel. Et donc si on augmente un petit peu la taxe, eh bien c'est insupportable. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Et là-dessus, il y en a un qui est venu me dire, mais de toute manière, lui maintenant, il est plus d'ici, il est de Paris, il prend l'avion, il n'est pas concerné par les taxes. C'est des ressentis qui sont quand même forts sur le terrain, qui ne justifient aucunement, et je suis tout à fait d'accord avec ma collègue Fabienne Keller, la violence est inadmissible, d'où qu'elle vienne et où qu'elle soit. Je ne suis pas en train de la légitimer. Ronan Dantec, est-ce que vous avez été pris à partie aussi également? Non, j'ai pas de... Évidemment, sur Twitter, ici et là, on lit des choses pas agréables, mais on est aussi formé pour garder une distance et donc pour être peu atteint par ce genre de propos. Mais effectivement, d'abord, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé avec le domicile de Ferrand, parce que c'est pas que son domicile, c'est le domicile de sa famille. C'est-à-dire, on s'en prend aussi à sa famille, à ses enfants. La voiture de Jonas Roland avait brûlé aussi à Nantes. Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est franchi. À la limite, je ne le mets pas de la même nature que de se faire taguer sa permanence. C'est un lieu politique, c'est pas bien, il faut le condamner, mais c'est pas de même nature. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est franchi, qu'il faut condamner extrêmement fermement et qui doit être jugé et pénalisé en tant que tel. Effectivement, il y a une désacralisation de la fonction de représentation, ce qui est toujours un problème en démocratie. Derrière, on a bien une société sous tension, on a d'autres violences. Moi, quand j'allais au match de foot, quand j'étais gamin, les supporters se tapaient pas et étaient mélangés. Donc on a d'autres violences qui sont montées dans la société. Il faut y être extrêmement attentif. Donc il faut à la fois condamner fermement et aussi
ces tags antisémites absolument honteux qu'on voit refleurir, mais aussi se dire maintenant comment fait-on pour ramener tout le monde dans le débat politique. On va demander à Jean Garrigue son regard d'historien sur ces violences. Elles ont toujours existé, mais est-ce qu'on n'assiste pas justement, comme ça a été dit, à un franchissement d'une certaine ligne rouge? Totalement inédit. Non seulement sous la Ve République, mais dans toute l'histoire de la République, depuis les années 1870. Il y a eu des phénomènes un peu similaires au moment des grandes révoltes des vignerons du Midi ou de Champagne au début du XXe siècle, où un certain nombre de députés des régions concernées ont pu être empêchés. Certains ont été même brûlés en effigie. Il y a eu des choses comme ça dans les années 30, où les mouvements agrariens, notamment, s'en sont pris à des députés. Le mouvement poujadiste aussi a séquestré, violenté quelques députés dans les années 50, mais de manière aussi massive. Et de s'en prendre non seulement à la fonction de député et aux individus, c'est quelque chose qui est totalement inédit, qui évidemment n'est pas sans rapport avec cette crise de la démocratie représentative, crise morale même, qui dépasse même la crise politique et institutionnelle de la société française, qui est due aussi à l'hystérisation de la vie publique, par le mouvement des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes sont par définition une France qui ne connaît pas les codes de la délibération démocratique, qui s'est sentie écartée de la vie publique et donc qui en veut beaucoup à ceux qui les représentent. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi, moi, en tant qu'observateur de la vie publique et de la vie parlementaire, je trouve qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont jeté beaucoup d'huile sur le feu, ceux par exemple qui ont fait du name and shame. Quand vous désignez des députés à la vindicte publique, pas s'étonner ensuite que certaines personnes vous prennent au mot et aillent justement mettre des murs de parpaing dans certains, taguer des On le voit dans les écrans sur ce studio, par exemple, ça a été inscrit sur le Sénat. On vient vous révoquer, Fabienne Keller. Les règles ont changé, vos lois, c'est du passé. Ce qu'on a pu lire sur la façade de la Haute Assemblée, ça vous fait réagir? C'est aussi assez rare, voire inédit, ces tags sur le Sénat. Alors je pense que c'est d'une très grande violence, parce qu'en fait ça s'adresse à tous les Français, ça remet en cause des fondamentaux de l'organisation républicaine, qui fait qu'on désigne des personnes qui vous représentent et qui se consacrent entièrement à examiner des textes qui s'appliquent à tous et votent en leur âme et conscience. Alors on a tous pris conscience qu'il y a besoin aussi de permettre quelque chose de plus horizontal, que la vie a changé, qu'au XXIe siècle, tout le monde veut être informé, donc il faut permettre aux gens de participer. À cet égard, moi je suis assez touchée par la qualité des échanges dans le grand débat, par la diversité aussi des ambiances, suivant les réunions. Donc il y a là une expression qui est intéressante, mais je pense qu'il ne concerne pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours cette violence. Moi, il se trouve que j'étais sur le terrain samedi après-midi devant la gare de Strasbourg. C'est inadmissible d'avoir comme ça des personnes qui prennent en main en fait un territoire de la ville et qui le prennent sous contrôle avec des déplacements assez violents, avec des haut-parleurs, avec des appels très violents qu'entendent tous nos concitoyens. C'est pas admissible de vivre ça sur l'espace public. Donc on a un autre sujet qui est de ramener tout le monde à la règle, rappeler qu'une manifestation, par la loi française, ça se déclare, ça s'organise, ça a un parcours, ça a un début, ça a une fin, ça a un horaire, de manière à ce que le reste de la société puisse continuer à vivre. Parce que les Gilets jaunes sont nombreux, marquent une vraie préoccupation, et je respecte ces personnes qui ont du mal à terminer leur fin de mois, mais il y a aussi des casseurs, visiblement, qui s'infiltrent et qu'on ne peut pas laisser contrôler nos centres-villes encore de nombreux samedis. Mais quand on voit qu'ils s'en prennent, et encore une fois on voit des photos dans ce studio, clairement aux institutions de la République, là c'est l'Assemblée nationale ou encore le Sénat, Olivier Jacquin, ça vous fait réagir? C'est insupportable. C'est insupportable, mais il me semble un problème de représentation aussi, et de Français qui ne se sentent pas représentés correctement. Ce n'est pas un problème d'institution, il me semble, c'est plus un problème de partis politiques à qui les partis politiques donnent l'investiture. Je vous avouerai que je suis un jeune parlementaire, je suis là depuis 2017, j'étais assez étonné de la représentation nationale dans laquelle on trouve beaucoup de classes supérieures. Moi je suis agriculteur, et même une certaine condescendance, une crainte du peuple, on le voit
en ce moment. C'est un phénomène, je crois, qui est pas nouveau. Je pense à une de mes collègues avec laquelle j'ai des désaccords de fond, Caroline Fiat, qui est députée France Insoumise dans mon département. Bien, ses collègues l'ont qualifiée de manière absolument insupportable. Elle est aide-soignante, c'est la première aide-soignante qui entre au Parlement, de Madame Bac-X. C'est insupportable. Et donc, quand je suis allé à la rencontre volontaire de Gilets jaunes, je me sens appartenir, entre guillemets, au terrain et pas à ces classes supérieures qui donnent l'impression de gouverner sans connaître le terrain. Et je crois que là, il y a quand même un souci. Peut-être que M. Garrigue nous dira la part des parlementaires qui représentent les classes populaires, c'est en baisse significative, notamment à l'Assemblée, depuis cette mandature, je crois. Ronan Dantec, sur ce point, sur ce problème de représentation. Oui, ça peut expliquer, ça peut être une des causes justement aussi de ce sentiment. Rien ne permet d'être indulgent vis-à-vis de ceux qui ont tenté de brûler le domicile du président de l'Assemblée nationale. Parce que sinon, le débat est toujours complexe. Donc il y a des choses qu'il faut condamner sans aucune ambiguïté. Après, on a effectivement aujourd'hui un problème de crise de la représentation politique. Moi, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir sans redonner une partie de la délibération à la population. C'est pour ça que moi j'organise un des débats le 21 février à Nantes sur la question du référendum. Je trouve que la question du référendum est une question intéressante puisque ça va amener les gens à devoir se positionner sur un certain nombre de questions. Alors après, c'est très compliqué la question du référendum, mais je crois qu'à un moment, il faut retrouver un équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative. Qu'effectivement, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Olivier, je crois qu'il y a un entre-soi social aujourd'hui de la représentation nationale qui n'était pas le cas du temps notamment d'un parti communiste fort. C'est-à-dire il y avait des ouvriers, mais c'était aussi des gens qui aujourd'hui ne seraient plus ouvriers. Donc les choses sont assez complexes. Donc il faut trouver un nouvel équilibre, ramener les gens vers le débat, des débats qu'ils pensent pouvoir gagner, parce qu'aujourd'hui, ils ne pensent pas pouvoir finalement gagner le débat. Donc c'est un défi extrêmement important. Il y a un vrai risque aujourd'hui que finalement, ceux qui tiennent les leviers de la démocratie représentative ou de la décision publique dans la haute administration refusent ce rééquilibrage, ça serait extrêmement dangereux. Donc je pense qu'il faut y aller. Jean Garrigue, puisqu'on voit un glissement entre justement cette fonction de représentation, à la fois des députés et des sénateurs, on leur reproche de ne plus être les représentants du peuple, mais bien du pouvoir central. Oui, alors je vais relativiser un petit peu parce que je suis historien et je peux vous dire que ça a toujours existé, là aussi, depuis les débuts de la Troisième République. Et il est vrai aussi que ce qui a toujours existé, c'est une surreprésentation des catégories supérieures dans la classe politique et notamment au Parlement. Il ne faut pas se le cacher. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où il y avait un peu plus de représentants des couches populaires dans l'entre-deux-guerres et puis effectivement quand le Parti communiste était fort. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ça soit la raison profonde. En revanche, que ces nouveaux députés, que ce que représente La République En Marche pour des tas de raisons qui tiennent à la fois de la réalité et aussi du fantasme, de l'image que projette Emmanuel Macron, tout ça ait pu alimenter justement ce sentiment d'une rupture entre les élus et le peuple, en particulier les Gilets jaunes, et leur donner l'impression que ces gens-là pouvaient être des gens qu'on pouvait directement combattre. Il y a tout un travail de pédagogie pour expliquer aussi précisément ce qu'est le travail de la démocratie représentative, ce qu'on doit à la démocratie représentative et surtout, pour ceux qui sont des amoureux de la démocratie, qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pardon. C'est-à-dire que la démocratie représentative, c'est le socle. Il faut l'améliorer, il faut lui donner des respirations démocratiques. La démocratie participative, ça fait longtemps qu'on en parle. C'était la campagne de Ségolène Royal notamment. Il y a eu les Nuits debout, il y a eu la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il faut aller plus loin. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner. Il faut des respirations démocratiques. Elles pourraient passer d'ailleurs par un nouveau découplage de l'élection présidentielle et des élections législatives, pour lequel je serais d'ailleurs personnellement favorable. Mais voilà, il y a des solutions. Et justement, on est dans une phase précisément où c'est en train de bouger. Alors, il faut essayer d'accompagner ce mouvement et non pas, au contraire, justement, que nous disent-ils, ces Gilets jaunes? Je vous propose d'écouter quelques réactions. C'était samedi lors des manifestations et je vous ferai réagir après Fabienne Keller.
Mais ce qu'il faut, c'est pas juste virer Macron. Bien sûr qu'il faut virer Macron, mais moi je suis pour le RIC, pour pouvoir un peu avoir une démocratie plus directe, pour pouvoir contrôler les élus. On voit depuis des décennies maintenant que nos élus, ils n'œuvrent pas dans l'intérêt du peuple. C'est plus d'avantages pour les lobbies, d'autres intérêts. Mais moi, ce que je souhaite vraiment obtenir, c'est un changement de la Constitution. Qu'on puisse, s'il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas dans l'intérêt des Français, qu'on puisse les annuler, ces décisions, qu'on puisse les révoquer, qu'on puisse être consulté. C'est pas une histoire de référendum, parce qu'un référendum, ça veut dire quoi? Comme le grand débat, ça veut dire quoi? Tout le monde discute, ça sert à quoi? Ça sert absolument rien. C'est absolument rien. C'est les institutions qui sont mauvaises en ce moment, la justice qui est vraiment limite, hein. Voilà, la façon dont elle se comporte. Il faut changer les institutions, mais ça, c'est un gros travail. Je me plains pas. Mais quand je vois la misère en France, quand je vois les gens abandonnés par notre gouvernement, et pas celui-ci seulement, hein, depuis des dizaines d'années, que ce soit Sarkozy et tous les autres, je me dis qu'il faut agir. Les urnes, j'y crois plus beaucoup. Fabienne Keller, beaucoup de choses ont été dites, hein. Les élus qui ne nous représentent plus, qui obéissent au lobby, il faut changer les institutions, ce que dit ce couple de personnes. Oui, on sent un immense désespoir, hein. Une confiance perdue à l'égard des représentants et plus globalement des institutions, hein, qui gouvernent la France. Moi, j'ajouterais, parce que j'ai échangé aussi avec un certain nombre d'entre eux, pas d'espoir pour l'avenir. Une sorte de désespérance, alors qui est territoriale, qui est personnelle, pour des raisons financières, et le sentiment que personne dans ceux qui ont le pouvoir n'ont compris ce vécu et cette désespérance. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se remette en cause. Je pense que de belles choses ont lieu dans les débats publics. Moi j'en ai fait un l'autre soir, c'était intéressant parce que les participants entre eux disent des choses différentes et donc ils s'entendent. Donc ça, c'est le début de la démocratie, hein, entendre des points de vue différents. Je pense qu'il faut qu'on ait plus d'humilité, retourner plus souvent vers nos électeurs, expliquer, accepter de remettre en cause ce qui nous semble des acquis. Pour nous, sénateurs, il y a aussi un sujet autour des territoires, clairement, hein, des territoires désespérés d'avoir perdu l'hôpital, l'entreprise, des services publics, des commerces, une vie, hein, une proximité. On est tous très frappés par le fait que cette convivialité retrouvée sur les ronds-points soit comme une redécouverte du lieu, du bistrot de village, hein, du lieu d'échange, de partage, d'écoute mutuelle. Mais il faut aussi qu'en tant qu'élu, on entende cette aspiration à être entendu. Sur ces témoignages qui sont assez forts, hein, quand même, à la fois sur les lobbies et le fait que les Français ne se sentent plus représentés par leurs élus. Mais cette dame qui dit les urnes, j'y crois plus, je ne peux que m'opposer avec vigueur. Si les défavorisés votaient en démocratie, ça fait longtemps que les systèmes auraient changé. On a un taux d'abstention qui est incroyable. Et il faut avoir été candidat à une élection pour savoir le pouvoir d'un bulletin de vote. Et il arrive qu'à un bulletin de vote, on fasse basculer. Et c'est un pouvoir considérable et génial. On a un double devoir. J'entends notre historien pertinent qui me fait dire qu'on a deux choses à faire qui sont extrêmement importantes. À la fois être exemplaire. On ne peut pas prendre des décisions difficiles pour les citoyens les plus en difficulté et donner l'apparence d'être dans l'opulence. Ça, c'est incompréhensible comme message. Et je ne dis pas qu'on est dans l'opulence, hein, mais il faut pouvoir faire par rapport à ça, deuxième devoir, de la pédagogie, et beaucoup de pédagogie. Et c'est notre travail de faire le lien avec le territoire. Moi, je me dépêche de rentrer les jeudis, et puis d'être présent tout le week-end sur le terrain pour tenter d'expliquer ce que je fais à Paris. Mais quand même, je suis très satisfait qu'on ait en ce moment un temps de débat qui semble signifier aussi que les gens aspirent à de la concorde. Parce que les périodes agitées, je crois que nos concitoyens, moi non plus, j'aime pas. Et là, le débat semble dire « Ah, il y a une sortie ». Alors j'espère qu'on trouvera la sortie. Le président de la République a pris une grande responsabilité en nous disant qu'il conclura le débat dont il est le garant. On ne sait pas encore comment. Oui. On ne sait pas encore comment. C'est ça, c'est l'inquiétude que je ressens. Mais quand, dans ces listes de questions, il interroge le Parlement en disant « Ne pensez-vous pas qu'il y a trop de parlementaires ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il
atteint aussi la fonction de parlementaire et que dès lors, ensuite, les gens disent mais à quoi vous servez au fait, puisque le président lui-même dit que vous êtes trop nombreux et que, je tiens à le signaler, il n'interroge pas la présidence de la République qui me semble me poser question dans cette seconde partie de 5e républicain. Moi là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les parlementaires apparaissent, qu'ils soient de gauche ou de droite, comme finalement les représentants du même groupe, c'est-à-dire du tiers supérieur de la société qui s'est enrichi depuis 30-40 ans, alors que le tiers inférieur, et notamment les petites classes moyennes, étaient précarisées. Donc la seule réponse à cette crise, c'est une redistribution massive. Je ne suis pas sûr qu'effectivement le gouvernement aille dans ce sens-là. Ce n'est pas le nombre de parlementaires ou le niveau des taxes. C'est le prix du logement, c'est l'emploi sur les territoires. Donc c'est un retour très fort du politique. C'est-à-dire, moi je ne crois pas que simplement, même s'il faut le faire, on va aller un peu plus sur nos territoires, expliquer plus, ça on le fait, que ça va changer quelque chose. Est-ce qu'on a des décisions lourdes pour qu'il y ait de l'emploi au Blanc, j'étais au Blanc là où la maternité ferme lundi dernier, pour que le prix du logement n'exclue pas une partie de la population des centres-villes, des grandes villes dont nous sommes issus, dont nous sommes les élus. C'est ces décisions extrêmement lourdes et qui vont à l'encontre des intérêts, non pas simplement d'un petit groupe, mais d'au moins du tiers supérieur de la société, qui sont sur la table. Est-ce qu'on est capable de sortir du grand débat dans ce sens-là, alors que le président a été élu plus tôt aussi par ce tiers supérieur, c'est une grande difficulté. Ce qui est vrai en termes historiques, c'est souvent un président de la République, il fait une politique qui va à l'encontre du groupe qui l'a porté au pouvoir, parce que lui peut lui imposer des efforts. Ça, je crois que dans l'histoire française, c'est assez courant. Donc est-ce que Emmanuel Macron va aller finalement contre ce tiers supérieur privilégié de la population qu'il a porté au pouvoir pour répondre à la crise des Gilets jaunes? Ça, en termes historiques, ça sera intéressant. Jean Garrigue, est-ce qu'on parlait des précédents dans l'histoire parlementaire? Comment ces révoltes s'étaient calmées? Est-ce qu'on peut en tirer des enseignements historiques, les leçons du passé? Le poujadisme, il s'est calmé parce qu'il y a eu le général de Gaulle, un changement de constitution. Et de la redistribution. De la redistribution aussi, mais vous savez, une crise sociale aussi profonde, elle ne se calmera pas aussi vite, parce que c'est une crise qui date de 30, 40 ans, peut-être même plus sur certains aspects. Donc on voit bien qu'il y a une société qui doit évoluer, qui doit s'adapter aussi à un monde en transition. Enfin, c'est très intéressant si on prend un peu de distance, de voir intéressant et triste de voir qu'il faut qu'une société à chaque fois, par des soubresauts de ce type, elle se mette au niveau, que son système politique se mette au niveau de l'évolution de cette société, des contraintes qui pèsent sur cette société. Et là, on voit bien que c'est une France perdue, une France abandonnée qui veut se mettre à ce niveau. Les solutions politiques, elles existent, justement. Ça passe forcément, plus de participation. de nouvelles élections aussi. Ça passe par un changement de régime? Pas forcément par un changement de régime. Moi, je pense que si on revenait à l'esprit originel de la Ve République et qu'on revalorisait justement la démocratie représentative, notamment le Parlement, peut-être qu'on ferait beaucoup de bien à cette Ve République, sans passer forcément par autre chose. Si on y instille du référendum d'initiative citoyenne, c'est des assemblées qui pourront délibérer et participer à la fabrication de la loi. Il y a énormément de solutions possibles. La décentralisation aussi, très important. On voit bien à quel point tous ces petits débats-là dans les localités, dans les communes, dans les régions, tout ça alimente des réflexions, mais qui sont différentes selon les régions. Donc si vous enlevez un petit peu le fardeau de cette législation au Parlement central, vous en donnez beaucoup plus aux régions et vous permettez, je pense, une respiration démocratique plus importante. Eh bien, merci à vous, Jean Garrigue. Merci Olivier Jacquin. Merci Fabienne Keller. Merci Ronan Dantec d'être venu sur ce plateau. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Haute-Savoie, terre d'élection du sénateur centriste Loïc Hervé, à la rencontre du peloton de gendarmerie de haute montagne. Et vous allez le voir, il doit faire face à des interventions de plus en plus périlleuses. C'est un reportage de Jonathan Dupriez. PGHM Chamonix, bonjour. Ouais, bonjour. Je suis au niveau du Brévent, là, je viens de tomber. Exercice de sauvetage pour le PGHM de Chamonix. Ce jour-là, les gendarmes de haute montagne mettent au point un scénario d'intervention. Un skieur a chuté dans un ravin. Blessé au dos, il est bloqué à 2000 mètres d'altitude. Les sauveteurs doivent émettre un premier diagnostic et surtout géolocaliser la victime grâce à son téléphone portable.
Loïc Hervé, sénateur centriste de la Haute-Savoie, assiste à l'entraînement. La manœuvre est pilotée par le plus haut gradé du PGHM, le lieutenant-colonel Bozon. Beaucoup de gens sont incapables de se situer. Maintenant, les gens vous disent ouais, mais je ne sais pas dans quelle altitude, quelle voie. Donc avec les smartphones, et donc cette innovation, ça nous permet de gagner du temps. À cause d'une météo difficile, le commandant des opérations opte pour une caravane terrestre, assez rare au PGHM. Il est là-bas. Il est là-bas, donc maintenant tout consiste à aller le récupérer. Un premier gendarme s'élance à flanc de paroi. Le bilan est conforme à l'alerte, je suis en présence d'un homme de 25 ans. Ensuite, la victime doit être conditionnée, c'est-à-dire prise en charge pour pouvoir être remontée. Les gendarmes utilisent une perche Franco-Garda, une civière élitroyable. Donc là, je suis en train de descendre la civière vers la victime. Il m'a demandé de la descendre d'1 mètre. Donc là, il est en train de la faire glisser sous la victime. Et je lui donne du mou pour qu'il puisse glisser cette perche Franco-Garda. Le blessé et les sauveteurs sont remontés à l'aide de ce treuil très puissant sur batterie. Un outil qui leur permet de gagner un temps précieux et de limiter les risques d'hypothermie. S'ils sont habitués à ce type d'intervention, les gendarmes du PGHM sont conscients des risques qu'ils encourent. En 60 ans d'existence, l'unité a perdu près d'1 membre par an statistiquement. Quand on pratique la haute montagne, nous sommes des humains, l'erreur est humaine. C'est pas parce que nous sommes gendarmes, alors nous sommes sensibilisés à l'accidentologie, nous avons un regard peut-être plus critique que les autres, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin, nous restons des hommes, donc forcément dans nos rangs on a des accidents. En plus des opérations de secours, l'unité d'élite est aussi très présente dans la vie locale de Chamonix. Le PGHM est notamment partenaire de l'association À chacun son Everest, où Loïc Hervé poursuit sa journée. Donc à Chamonix, ce bâtiment-là, qui lui permet d'accueillir des enfants, des femmes après leur opération du cancer du sein. Bonjour Christine. Et bonjour. Ça va bien? Ouais, et toi? Ça va. Christine Janin est la première femme française à avoir gravi l'Everest. Depuis 25 ans, l'alpiniste a mis sa notoriété au service des enfants malades. Et en 2011, elle décide de se consacrer davantage aux femmes après leur cancer du sein. Quand tu es guéri, tout le monde pense que c'est bon, maintenant tu vas reprendre comme avant. Mais non, il faut faire avec. Donc ici, moi j'essaie de leur permettre de partager, de vivre avec. La pratique de l'escalade, de la méditation ou encore du yoga permettent à ces femmes meurtries de rebondir. Une thématique chère à Loïc Hervé, membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. On a fait quelques actions au profit d'À chacun son Everest. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionné par la personnalité de Christine, mais aussi par ce qui est fait ici, ce qui est vécu ici. Puis j'ai une amie qui récemment est venue ici, qui m'en a parlé. Et je trouve que c'est un endroit qui est important. Une prochaine fois. Bonne continuation. Et merci pour tout ce que tu fais. Avec son association, Christine Janin a pris en charge plus de 1000 femmes et 5000 enfants dans son chalet. Et Loïc Hervé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur, je le disais, centriste de la Haute-Savoie. On a vu à travers ce reportage, vous avez souhaité donner un coup de projecteur sur l'activité du peloton de gendarmerie de haute montagne avec des interventions qui doivent s'adapter. On le voit, à un environnement de plus en plus périlleux. Loïc Hervé, est-ce qu'ils ont aujourd'hui les moyens de mener à bien leur mission? Alors c'est une unité que je connaissais par sa réputation, que j'ai eu l'occasion de croiser à différentes reprises, mais l'occasion de ce reportage m'a permis d'aller au plus loin et d'aller voir les conditions effectivement dans lesquelles ils peuvent travailler dans une montagne de plus en plus ouverte, dans laquelle les gens vont de plus en plus en prenant beaucoup de risques. Et quand il y a quelqu'un à secourir, il faut qu'il y ait des gendarmes, comme ces gendarmes que vous avez vus dans le reportage, qui vont affronter la neige ou la très haute altitude pour aller sauver les personnes qui méritent de l'être. Et donc ça a été une occasion pour moi de me rendre compte du très haut degré d'entraînement, de technicité, de connaissance de la montagne qu'est le leur, et d'en être assez fier. Il y a de la fierté, il y a aussi une responsabilité en tant qu'élu, je le disais, sur les moyens à proposer à ces gendarmes d'élite pour mener à bien leur mission. Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement? Alors moi, je suis membre de la commission des lois, je suis secrétaire de cette commission. Donc on a dans notre périmètre de compétences, naturellement, les questions des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes, pour le coup. Et donc de bien connaître les unités de terrain, ça nous permet, quand on vote la loi, quand on vote le budget, quand on examine des textes qui
permettre d'encadrer le travail des gendarmes, eh bien d'être plus fin connaisseur, plus expert de ces questions-là. Et donc c'est un peu ce que j'ai voulu montrer. En plus de ça, il y a des questions de responsabilité des élus locaux. À Chamonix, on est en haute montagne, mais il y a aussi tout le massif du Mont Blanc, les Aravis, le massif du Chablais, sur lesquels il faut qu'on ait une connaissance fine. Et c'est le rôle d'un sénateur de la Haute-Savoie de connaître cette réalité-là de la montagne. On accueille énormément de monde. Là, les vacances scolaires vont arriver, il y a de la neige. Et donc, il y a aussi la question de savoir comment accueillir énormément de monde dans de bonnes conditions de sécurité. Avec un rôle pour ces gendarmes aussi, ils contribuent à la vie locale sur place, c'est important. Ils sont complètement intégrés dans la vie locale de Chamonix, mais au-delà même. En Haute-Savoie, ce sont des unités qui sont très connues et qui nourrissent, des partenariats avec les élus locaux, avec les associations. C'est le cas de l'association de Christine Janin. Et donc, ce sont des personnes qui ne vivent pas simplement isolées dans leur caserne, mais qui sont extrêmement présents sur le terrain. Vous en parlez, on a vu Christine Janin, ça c'est aussi un autre aspect de la montagne que vous avez souhaité nous faire découvrir, cet aspect reconstruction, protection de la montagne. Oui, parce que l'idée de la Haute-Savoie, l'idée de Chamonix, parfois, ça sont des représentations qui ne correspondent pas forcément à la réalité de qui est vécue. La montagne est une terre de solidarité. C'est vrai pour les gendarmes, mais c'est vrai aussi pour Christine Janin, qui est une alpiniste de très haut niveau, première française au sommet de l'Everest, et qui maintenant, depuis une vingtaine d'années, a ouvert un centre à Chamonix d'accueil des enfants malades. À chacun son Everest, permettre à un enfant malade de se rendre compte qu'il est capable de faire des choses, de se donner des objectifs. Et puis plus récemment, elle a ouvert son chalet à Chamonix à des femmes à l'issue de leur opération du cancer du sein, pour qu'elles aussi puissent, dans leur vie, après l'opération, même si elles sont guéries, même si elles vont mieux, eh bien, s'occuper de l'esprit, s'occuper de l'âme, s'occuper de la psychologie, s'occuper de la confiance en soi et leur redonner ça. Et là, moi qui siège ici au Sénat, dans la délégation aux droits des femmes, c'était essentiel de montrer que la montagne terre de solidarité, elle héberge, elle accueille des gens comme ça. Et la montagne, c'est une terre qui permet aussi de voir ce genre de réalisations qui sont absolument exceptionnelles. C'est un beau message que vous souhaitez faire passer. J'en viens aujourd'hui aussi à l'actualité. C'est ce grand débat que Emmanuel Macron souhaite installer en zone rurale. On sait que le chef de l'État a reçu aujourd'hui les syndicats agricoles, les organisations représentantes des agriculteurs. On sait qu'il ira jeudi dans l'Indre à l'invitation des maires ruraux de France. Il faut aussi que les zones rurales s'emparent de ce grand débat, Loïc Hervé. La principale critique qu'on peut faire au président de la République, au-delà du parisianisme, mais qui est un problème du pouvoir en France, c'est d'être trop métropolitain, trop urbain. La France, ça n'est pas que Paris, ça n'est pas que les métropoles. Et nous avons, dans notre pays, tout un tas de territoires qui méritent d'être entendus comme tels parce que dans ces territoires-là vivent 25 millions d'habitants. Et dans ces territoires-là, il y a des trésors d'invention, d'ingéniosité. Et puis il y a aussi ces territoires-là qui font que la France est ce qu'elle est, en termes d'agriculture, en termes de patrimoine. Et donc on a besoin, je pense que le pouvoir, quel qu'il soit, le pouvoir exécutif, comme nous, pouvoir législatif, nous avons un devoir absolu de nous mettre davantage à l'écoute de ce qui se passe dans la ruralité française, qui est très diverse, qui est de montagne, qui est de plaine, dans tout... Enfin, et ce travail-là, le grand débat national, il doit aller à la rencontre de ces territoires-là. Et dans mon département, il y a eu évidemment à Annecy des réunions, à Annemasse, dans les villes principales. Et puis, cette semaine, moi j'ai participé, par exemple vendredi, à Saint-Félix, dans une commune à la limite de la Savoie, une commune qui va organiser un débat. Le maire a souhaité qu'il y ait un débat. Mais je trouve ça très bien. Il faut vraiment qu'on aille à la rencontre de ces territoires-là et qu'on discute avec les gens pour parler de leurs difficultés, mais pour parler aussi de leur potentiel. Parce que les territoires ruraux sont des territoires à très fort potentiel en France. Il y a des attentes donc aussi chez les élus ruraux et chez les habitants de ces zones. Autre actualité, ce sont les violences envers les parlementaires. On l'a encore vu ce week-end. On a franchi un cran avec le domicile de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui a été incendié. Je sais que vous aussi, vous aviez été menacé. Alors dans un autre contexte, comment réagissez-vous justement à ce sentiment de violence assez nourri envers les parlementaires? L'antiparlementarisme, c'est une manifestation, un symptôme de la crise que nous vivons. Et nous avons parfois tort d'oublier notre histoire. Le Sénat, il est né après la terreur, sous le Directoire, au moment où il a fallu tempérer la Chambre basse. Après la terreur, dans laquelle d'ailleurs
on envoyait les députés avec un mandat impératif. Et la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est un mandat représentatif. C'est je confie la souveraineté populaire à des gens capables de faire des choix pour définir la loi commune et les règles de vie en société. Et les parlementaires, nous sommes ça. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est pour beaucoup de nos compatriotes qui connaissent des difficultés économiques ou financières dans leur vie quotidienne, c'est difficile de comprendre cette France parisienne, dans des palais dorés, etc. Mais il faut revenir à la base en fait, de ce que c'est qu'un parlementaire et d'abord rappeler que nous, en particulier les sénateurs, mais c'est valable pour Richard Ferrand, nous sommes des élus de terrain, nous avons été maires de nos communes, nous avons été élus par les gens, nous sommes en permanence liés au territoire. Et donc il faut, comme c'est le cas pour d'autres symptômes, je dénonce par exemple l'antisémitisme. Simone Veil a été l'image de Simone Veil a été aujourd'hui profanée avec des croix gammées à Paris. De bien rappeler que le Parlement, c'est quelque chose d'extrêmement important et que le Sénat, dans les solutions qu'on trouvera après le grand débat, jouera tout son rôle de chambre des territoires et de représentation des élus. Vraiment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et la démocratie, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on atteint un maire, le président de l'Assemblée nationale, on atteint la démocratie elle-même, on atteint la République. Bien, merci à vous Loïc Hervé. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes et à demain 16h30.